Correction de l'exercice 2, et merci à Valentin d'avoir fourni une grande partie de cette correction. On vous donne ici deux nombres complexes très classiques aussi, 1 plus i et 1 moins i. Ces deux nombres complexes, on vous demande de donner la forme trigonométrique et exponentielle, ce qui revient comme d'habitude à calculer leur module et à en déterminer un argument. Pour le module, nous avons la formule classique, racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On obtient pour le nombre 1 plus i la racine carrée de 2 comme module. Après factorisation de ce module, vous lisez que 1 plus i est égal à racine carrée de 2. Regardez la classique factorisation de racine de 2, là où il n'y avait pas de racine de 2. La division apparaît ici. Racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. Et vous commencez à avoir l'habitude, on aurait très bien pu réécrire ce nombre ici sous la forme racine carrée de 2 sur 2 en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 2. On commence à avoir l'habitude de ce genre de calcul. Sur votre cercle trigonométrique, ou si vous reconnaissez les valeurs usuelles du cosinus et du sinus, vous voyez que ce sont le cosinus et le sinus de pi sur 4. D'où la conclusion, c'est que 1 plus i sous forme exponentielle s'écrit racine carrée de 2 fois exponentielle de pi sur 4i, alors que la forme trigonométrique avait déjà été donnée ici. Alors pour 1 moins i, on fait exactement le même calcul, il n'y a pas grand chose qui change, sinon le signe devant la partie imaginaire, qui va de ce fait changer le signe de l'argument. Mais on aurait aussi, et je vous propose ça comme alternative, constaté que le deuxième nombre complexe est en fait le conjugué du premier. Et comme on connaît déjà la forme trigonométrique de 1 plus i, écoutez, on applique nos règles de calcul avec la forme exponentielle. Le conjugué de r exponentielle θi, c'est r exponentielle moins θi. Voici comment ça fonctionne. Bien, une fois que nous avons ces formes exponentielles, nous passons à la question 2, où on introduit une quantité grand S indicenne qui dépend d'un entier naturel petit n, et qui est définie comme étant la puissance énième du premier de ces deux nombres complexes, plus la puissance énième du deuxième de ces nombres complexes. Alors ici, il va falloir manifester un petit peu d'ingéniosité, et de jugeote aussi. Tout d'abord, on vous demande de trouver la forme trigonométrique de S indicenne. Donc je glisse là un tout petit commentaire sur la pertinence de cet exercice. C'est un exercice du baccalauréat qui a parfois des intentions qui peuvent être un petit peu obscures. Parce qu'on va se rendre compte pendant la correction de cette question petit a, qu'on va en fait donner tous les éléments de réponse pour la question petit b, et vous allez voir que la réponse à la question petit b va être extrêmement lapidaire. La raison pour ça, c'est très souvent dans les exercices de bac, si vous n'avez pas traité la question petit a parce que vous l'aurez pensé compliquée, de vous donner une deuxième chance de manifester une compréhension sur d'autres aspects qui seraient apparus pendant le corrigé du petit a, mais que l'on essaye d'exhiber dans le petit b. Donc là, la correction va paraître un petit peu bancale, parce que dans la question petit b, on va simplement répondre oui parce qu'on l'a déjà vu, et oui parce qu'on l'a déjà vu. Mais il y a une intention derrière dans la formulation de l'exercice du bac. Alors, revenons au petit a. Voici la définition de Sn. Et si à ce moment-là, vous avez envie de développer 1 plus i puissance n, écoutez, bonne chance. Ça peut se faire avec la formule du binôme de Newton qui n'est pas au programme. Donc c'est laborieux. Vous pouvez faire un petit travail sur les premières puissances et essayer de proposer une démonstration par récurrence. Difficile parce qu'il faudrait déjà trouver une relation de récurrence pour Sn. Bon bref, c'est pas facile de réussir ici à trouver l'expression de S indicenne. Mais n'oubliez pas que vous avez fait un travail préalable. Et le travail que vous avez fait, c'est un travail de réécriture des nombres 1 plus i et 1 moins i. Donc quand on est bloqué à ce stade-là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire déjà avec ces deux nombres? J'ai pu les écrire sous forme exponentielle. C'est ce que fait Valentin dans sa résolution. Il remplace
1 plus i et 1 moins i par les formes exponentielles qu'il a trouvées précédemment. Et tout d'un coup, les choses s'éclairent parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand il s'agit de parler de produit et une puissance, c'est essentiellement un produit répété, la forme exponentielle s'en sort toujours très bien. D'autant plus qu'elle est elle-même un produit d'un nombre réel positif par une exponentielle complexe. Donc une fois que c'est fait ça, on constate que l'on peut distribuer la puissance n à la fois sur racine de 2 et sur l'exponentielle. Ça fait racine de 2 puissance n pour le premier facteur, et une puissance sur une puissance sur une exponentielle, ça marche très bien, on sait comment ça fonctionne. L'exposant est multiplié par la puissance. Vous obtenez donc ici comme simplification pour 1 plus i puissance n, l'expression racine carrée de 2 puissance n fois exponentielle de npi sur 4, i. Même travail sur le deuxième terme avec 1 moins i. Au passage, constatez que c'est encore le conjugué de 1 plus i puissance n. Ah oui, c'est normal. Et puis là, il faut avoir ce réflexe de se dire que tiens, des exponentielles complexes, je ne sais pas trop quoi en faire, surtout qu'ici il y a une somme. Ben, je vais essayer de les isoler. Je vais factoriser ce qu'il y a en commun devant, à savoir le module racine carrée de 2 puissance n. Et si vous faites ça, comme l'a fait Valentin, vous voyez apparaître racine carrée de 2 puissance n fois cette somme de deux exponentielles, avec presque le même exposant, complexe, sauf qu'il y a une petite différence de signe. Et là, votre esprit vous titille et vous dit tiens, j'ai déjà vu ça, ça ressemble fortement aux formules de l'air. Donc c'est l'occasion de les remettre sous les yeux, de les reprendre parce que je ne les ai pas remises ici. Les formules de l'air vous disent que le cosinus d'un nombre réel x, c'est la moitié de exponentielle de xi plus exponentielle de moins xi. Et puis pour le sinus, souvenez-vous, exponentielle de xi moins exponentielle de moins xi divisé par 2i, et je me demande si j'ai pas dit moins pour le cosinus, c'est évidemment plus. Mais ici, le sinus ne nous intéresse pas. En tout cas, on est presque ici à une forme qui apparaît avec les formules de l'air. Pas tout à fait parce qu'il y a cette division par 2 à faire apparaître, c'est ce qui est fait ici en factorisant 2. Et tout d'un coup, ce grand quotient là, hop, ce grand quotient qui paraît compliqué se simplifie magiquement en un cosinus. Un cosinus de npi sur 4. Donc voici S indice n sous forme simplifiée, c'est 2 fois racine carrée de 2 puissance n fois cosinus de npi sur 4. Bon, est-ce qu'on a fini de répondre à la question? Non, on va voir que pas du tout encore, il y a encore pas mal de boulot. Il y a un premier constat qu'on peut faire ici, c'est que 2 est un réel. Racine carrée de 2 est un réel, donc racine carrée de 2 puissance n est un réel. Et cosinus de npi sur 4, ma foi, c'est un réel. Donc tout ça, c'est un réel. S indice n est systématiquement un réel. Mais nous en voulons quand même la forme trigonométrique. Alors là, on sait faire, parce que nous avons appris que pour les réels, il y a seulement deux arguments possibles. Pour les réels positifs qui sont sur la demi-droite réelle positive, donc à droite de l'origine, l'argument vaut 0. Pour les réels négatifs qui sont sur la demi-droite de gauche, donc celle des réels négatifs, l'argument vaut pi. Ce que nous devons savoir, c'est que selon la valeur de n, est-ce que cosinus de npi sur 4 est un réel positif ou un réel négatif? Alors, méfiez-vous, hein, il y a un cosinus dans cette expression, mais ça n'est, ça n'est surtout pas le début d'une forme trigonométrique. Alors, j'ai rappelé ici ce que je viens de dire oralement, en rajoutant d'ailleurs la situation de z égale 0 qui ne possède pas de forme trigonométrique, parce qu'un nombre complexe doit être non nul pour posséder un argument. Un petit rappel du cercle trigonométrique ici, avec positionner les différentes fractions, les différents multiples de pi sur 4,
Sans simplification ici, hein, parce qu'il s'agissait de faire apparaître ça comme des fractions sur 4. Évidemment, 4pi sur 4, c'est pi. 2pi sur 4, c'est pi sur 2. Il y a plein de choses qui se simplifient. Ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier le signe du cosinus de npi sur 4 selon la valeur de n. Correction ici, n, pas k. Stupide, bête. Selon n. Bon, on pourrait déjà dire les choses suivantes. Si npi sur 4 vaut 0 ou pi sur 4 ou 7pi sur 4, à savoir ces trois situations-là, dans ce cas-là, le cosinus est positif. Si npi sur 4 vaut 2pi sur 4 ou 6pi sur 4, dans ce cas-là, le cosinus est nul. Et finalement, si npi sur 4 vaut 3pi sur 4 ou 4pi sur 4 ou 5pi sur 4, le cosinus est négatif. Alors j'ai dit une bêtise. Pour ceux qui ont été attentifs, vous aurez entendu une bêtise. J'ai dit lorsque npi sur 4 est égal à 3pi sur 4 ou 4pi sur 4 ou 5pi sur 4. J'ai évidemment oublié quelque chose, ce qui va faire toute la différence. Et ce que j'ai oublié, c'est la fameuse mention modulo 2pi. Parce qu'ici, on travaille avec n'importe quel entier n, ça peut être très grand, hein, ça peut être 315 si vous avez envie. Et 315 pi sur 4, ça n'est pas égal ni à 3, ni à 4, ni à 5 pi sur 4, ni à aucun autre des nombres que j'ai placés sur le cercle trigonométrique. Et pourtant, nous savons qu'il va y avoir un point du cercle trigonométrique qui correspond à la fraction 315 pi sur 4. L'égalité que j'ai dite oralement, j'aurais dû la dire avec la mention modulo 2pi. On va traduire ça justement. Si npi sur 4, pardon, je redis d'abord ce que je viens de dire oralement sur le cercle trigonométrique. Si npi sur 4 vaut 0 ou 2pi sur 4 ou 6pi sur 4, modulo 2pi, erreur, tiens, hop, il faudra corriger ça.